Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bienvenue à tous sur Westrack Radio, bienvenue dans ce dernier Mag à l'Ouest de la semaine, votre émission de divertissement et d'information locale sur Westrack Radio. C'est Lucie au micro avec vous pour 1 heure et aujourd'hui nous allons nous replonger dans la tempête Kieran survenue dans la nuit du 1er novembre au jeudi 2 novembre. Quels dégâts sur le Havre? Nous laisserons la parole libre aux Havrais. Camille nous présentera aussi la boutique Au Labo qui se trouve au centre commercial une boutique qui accueille de petites enseignes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Avec la tempête Kieran, une nouvelle dépression arrive en France à partir de demain. Ça s'appelle Domingos. Elle devrait arriver et à nouveau retarder le départ des IMOCA de la Transat Jacques Vabre. Mathieu nous donnera plus de détails sur les conditions de départ dans le Flash Info du soir. Et puis pour le week-end qui arrive, je vous ai comme toujours dégoté des événements culturels qui seraient bêtes de manquer à faire donc ce soir et pour ce week-end. Bienvenue dans ce Mag à l'Ouest et pour débuter, on retrouve tout de suite notre météo. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h35. On va donc perdre 3 minutes de soleil. Plus qu'un jour avant le week-end, ça c'est la bonne nouvelle. Pour cette fin d'après-midi, à Étainhus et au Havre, le temps sera orageux, accompagné d'éclairs et de tonnerre. La température devrait atteindre les 10 degrés avec un ressenti de 7. Le vent, quant à lui, devrait atteindre en moyenne les 32 km/h. Orientation du vent ouest-sud-ouest. En soirée, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et de tonnerre. La température va par exemple retomber aux alentours de 9 degrés. Le vent, lui, sera plutôt calme. Il sera en moyenne de 20 km/h. Orientation du vent nord-ouest. Une alerte pluie niveau 2 est pourtant déployée sur tout le département. C'est pour aujourd'hui et pour demain. Alerte donc pluie niveau 2. Demain, samedi, le soleil se lèvera à 7h53 et se couchera à 17h34. On va perdre 3 minutes de soleil. Au niveau des températures, il fera plus froid qu'aujourd'hui. Demain matin au Havre, par exemple, il va pleuvoir. La température sur Sainte-Adresse, Fontaine-la-Mallée et Le Havre sera de 11 degrés avec un ressenti de 9. Le vent oscillera aux alentours de 34 km/h direction sud. L'humidité relative de l'air sera de 90%. Demain après-midi, il pleuvra à verse. La température sera notamment de 13-12 degrés selon le ressenti. Le vent devrait atteindre en moyenne les 34 km/h direction sud-sud-ouest. Et enfin, demain en soirée, il va pleuvoir à verse. La température va retomber aux alentours de 11 degrés avec un ressenti de 9. Et le vent sera aussi de retour en moyenne 32 km/h direction sud-sud-ouest. Pour les IMOCA, eh bien, la mer, normalement, devrait être plutôt calme et il devrait pouvoir à nouveau reprendre la route, notamment le mardi 7 novembre. Mathieu, tu as plus d'informations et tu nous en donnes tout de suite les infos. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce vendredi 3 novembre. Les 40 IMOCA qui n'ont pas pu partir avec les autres voiliers sont encore dans le bassin Paul Vatine. La plupart des équipes techniques des navigateurs ont passé la nuit de mercredi à jeudi à bord afin d'être prêts à intervenir en cas de dommage avec la tempête. Quant à un potentiel départ pour la course dimanche 5 novembre, comme il avait été espéré, la direction de la Transat Jacques Vabre a démenti ce sentiment en annonçant que rien ne serait possible avant mardi 7 novembre. La possibilité évoquée de voir s'élancer les IMOCA dimanche est désormais exclue, notamment à cause du renforcement du vent de secteur ouest au large du Havre, indique Francis Le Goff, directeur de course, via un communiqué envoyé à la presse hier en fin de journée. Les cartes de vagues des différents modèles montrent également une dégradation de l'état de la mer avec probablement 1 mètre de vagues de plus que dimanche dernier. Les organisateurs travaillent sur plusieurs scénarios de départ. Une première option serait le mardi 7 novembre en tout début de matinée.
Enfin, concernant le parcours, l'option privilégiée est une route directe vers la Martinique. Montivier célébrera l'automne du vendredi 24 au dimanche 26 novembre avec pour point d'orgue la fête de l'arbre au jardin de l'abbaye. Dimanche, le public pourra aller à la rencontre des pépiniéristes paysagistes, assister à la vente d'arbres, aux démonstrations et écouter les conseils de jardiniers. Plusieurs ateliers seront organisés. Toujours dans le cloître, 2 expositions seront en accès libre. Les photos du concours Comme un arbre dans ma ville et des illustrations d'oiseaux par Antonin Lemieux. Enfin, l'abbaye accueillera 2 mini-conférences, la permaculture Quesaco et l'écosystème forestier. La fête de l'automne, c'est du 24 au 26 novembre à Montivier. L'événement Indé Film Fest revient au studio à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 novembre. Le studio accueillera la seconde édition de ce festival international du film indépendant organisé par l'association Culture, Art et Vision. Le Indé Film Fest a 3 vocations principales: offrir au public un événement social autour d'une sélection de films exigeante et de qualité, donner une fenêtre d'exposition et encourager les réalisateurs indépendants en France et à travers le monde, et enfin faire le lien entre le local et l'international. À noter que de nombreux réalisateurs et réalisatrices seront présentes et présents lors des 7 séances de projection pour échanger et partager avec le public. Dans l'agglomération du Havre, le festival du grain à démoudre met à l'honneur des films indépendants et internationaux accessibles aux adolescents et leurs parents. Tous sont à découvrir du 18 au 25 novembre dans l'agglomération. Une partie de ceux diffusés du samedi 18 au dimanche 26 seront jugés par un jury de comédiens et réalisateurs ainsi que des jeunes du lycée Jean Prévost de Montivier. Du grain à démoudre, ce n'est pas que des projections de cinéma, ce sont aussi des ateliers ciné-famille, le ciné-concert Dogo par Ellie James avec les illustrations de Tiffany Pichon, une exposition de peinture du professeur et cinéphile Patrice Lemarié et un concert par Marla Wallace. Certains films seront diffusés en présence de professionnels des métiers du cinéma et un temps d'échange est prévu le vendredi 24 novembre entre le public et le grand jury du festival, composé du réalisateur et scénariste Philippe Legouet, de la productrice Amélie Jacquis, la réalisatrice Noémie Lefort et des comédiens Lucille Chevalier et Édouard Sulpice. Et enfin, théâtre, danse, musique, cirque, marionnette, conte, poésie du 2 au 9 décembre au Havre et dans 12 autres villes et villages de la communauté urbaine aura lieu la 6e édition du festival Haddock, porté par le Volcan Scène Nationale. La billetterie est d'ores et déjà ouverte. Au programme de cette édition de ce festival itinérant dédié aux enfants de 2 à 12 ans, 19 spectacles, 66 représentations dont 63 scolaires. Le festival Haddock, c'est donc du 2 au 9 décembre au Havre et dans la communauté urbaine. Le tarif est de 5 € pour les enfants comme pour les adultes. Tous les renseignements et la billetterie sont disponibles sur le site levolcan.com. Merci Mathieu. À Pont-Audemer, la bourse aux jouets ancien fête ses 30 ans. La plus importante bourse aux jouets ancien fête ses 30 ans cette année. Elle se tiendra dimanche au parc des sports Alexis Vastine et rassemblera des collectionneurs de Belgique, Limoges, Lille ou encore Paris. Vous pourrez retrouver voitures, poupées et figurines. Commencé modestement il y a 30 ans dans les années 1990, salle des Cordeliers avec 30 exposants et 200 visiteurs. Son nombre de participants sera ce week-end multiplié par 5 et celui des curieux par 10, obligeant les organisateurs à louer la plus grande salle possible, le grand hall du parc des sports Alexis Vastine. Cette association indépendante et autonome ne reçoit pas de subvention dans ce genre de salon. Certains viennent chercher la perle rare qui manque à leur collection, d'autres veulent simplement voir ou revoir des jouets de leur enfance pour les montrer à leurs propres enfants. C'est un salon familial et très convivial avec un buffet à disposition. La bourse aux jouets anciens du Miniature Club de Pont-Audemer se tient donc dimanche de 8h30 à 17h au parc des sports et des loisirs Alexis Vastine, avenue des Sports à Pont-Audemer. L'entrée est fixée à 2 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Il est l'heure de passer à nos agendas avec des événements qui sont organisés ce week-end sur le Havre. On remplit un peu nos agendas. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio.
Une soirée caritative sous hypnose est organisée ce soir avec Laclec qui présente donc cette soirée hypnotise et en même temps caritative. C'est avec le spectacle hypnotique. Les spectateurs auront l'opportunité de vivre une expérience hypnotique grâce à la performance exceptionnelle de Ludovic, un hypnotiseur bien connu dans notre région. Les fonds collectés lors de cette soirée seront intégralement reversés à l'association Rêve. C'est ce soir à 20h30 à la salle des fêtes Arthur Fleury. Le tarif est fixé à 12 €, 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. Les billets sont toujours en vente au siège social de l'association. Vous les appelez au 06 80 31 59 28. Du théâtre maintenant avec le scénario Août 1939, autrement dit la veille de la guerre, dans une auberge de la forêt de Fontainebleau. Deux cinéastes travaillent avec un scénario, tandis qu'à la radio, le chancelier Hitler vocifère. L'un d'eux, le metteur en scène d'Antac, ne sait pas qu'il va mourir bientôt, car à ce moment-là, le seul scénario prêt à être tourné, c'est la guerre. Vendredi et samedi à 20h30 au Poulailler, ce qui se trouve 7 bis rue Général Sarrail. Le tarif pour ces deux soirs de spectacle est de 5 €. Vous pouvez réserver au 02 35 43 32. Et enfin, un live and breakfast à Fécamp, un petit déjeuner, un lieu inattendu et un concert acoustique avec 6 seniors. Voilà les ingrédients du live and breakfast proposé par l'association Art en Sort. Un guide vous accueille pour une brève visite. Il vous racontera l'histoire de cet endroit chargé de souvenirs que vous découvrirez ou redécouvrirez pendant que le café coule et que les musiciens s'accordent. Les boissons sont offertes, à vous d'apporter vos croissants. C'est demain à 10h à la Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts à Fécamp. Voilà pour tous ces événements à noter dès maintenant dans vos agendas. Il est 17h11 sur Westrack Radio. Merci d'écouter votre Magal Ouest du jour, dernier Magal Ouest de la semaine. Et donc, dernière édition de notre découverte Ferrarock du jour et de la semaine. Aujourd'hui, est mis à l'honneur Voxlo, c'est un groupe de rock. On va découvrir leur nouvel album avec différents titres. Je vais vous proposer par exemple d'écouter leur titre New Place in Town ou encore Henry Road. On va écouter ça tout de suite. Nouvel album sorti en 2023. Et puis juste après, on parlera donc de la tempête Kieran qui a touché Le Havre. On aura des témoignages de Havrais. Et puis on ira aussi au centre commercial Coty en compagnie de Camille pour découvrir le Labo, qui est une boutique très intéressante et qu'elle a pu donc vous présenter dans un reportage. On trouve donc le chemin de la musique tout de suite. C'est Voxlo, découverte musicale en compagnie de la Ferrarock. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. C'est officiel, Voxlo vient de sortir un nouvel album, Keep on Falling, sorti le 13 octobre 2023 chez Born Bad Records. Que les païens et autres profanateurs de tombeaux frémissent, Voxlo émerge à nouveau tel un messager des profondeurs, prêt à faire tomber et trembler les fondations et portant sur ses épaules le poids des anciennes légendes des mystères obscurs. Le gang est composé de Jean-Christophe Coudrec à la machine et au chant, Benoît Raymond à la basse, Mathieu Autin à la batterie et un nouveau venu, Jérôme Pichon à la guitare. Il faut aussi ajouter un certain Aurélien Bonneau, dont le rôle en tant qu'ingénieur du son, véritable sorcier, est devenu essentiel au point de vue d'être un membre du groupe à part entière. Ce qui semble lier ces renégats, c'est le fanatisme de dévots envers Mark E. Smith et la passion du désordre. Voxlo sort donc leur très attendu deuxième album, Keep on Falling, faisant suite à un premier disque impeccable en 2018. It's a new place in town, a place that smells underground. It's a new place in town, the people are turning around. It's a new place in town, they say love is always on. It's a new place in town, a place where you don't belong. It's a new place in town.
and Falling a été enregistré dans leur Batcave secrète, située près de l'entrée du périphérique de la Porte d'Aubervilliers, à la frontière sombre du 18e arrondissement parisien, évoquant l'univers apocalyptique du film Rue Barbare, sorti en 1984. On peut remarquer un léger changement de direction par rapport à leur premier album, avec peut-être moins d'influence club. Dans une danse macabre entre ombre et lumière, chaque titre de l'album révèle une profondeur inattendue, invitant l'auditeur à plonger dans une transe envoûtante. Dead alone in his home, dead alone naked
Cette œuvre-ci est plus mature et plus fluide que leur premier opus et Vox Slow y fusionne les genres pour créer un mélange envoûtant de krautrock planant, de post-punk funèbre, de dub enfumé et de rock'n'roll minimaliste. De l'intro magistrale du titre Distance, en passant par le très curiste Keep on Falling, Vox Slow a décidé d'ouvrir toute la palette de leurs talents. Ainsi, à travers les eaux troubles du rock'n'roll et de la culture rave, Vox Slow érige avec Keep on Falling un monument intemporel, vibrant d'une intensité profonde et d'une vision artistique sans compromis. Préparez-vous à succomber à son pouvoir envoûtant et à vous perdre dans les méandres d'une cérémonie sonique captivante à découvrir dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute et en physique.
C'était le titre à l'instant Love Affair, un titre de Voxlo que l'on vient donc d'écouter. Il est 17h30 sur Westrack Radio dans ce Mag à l'Ouest. Je vous propose de découvrir la boutique Au Labo. C'est une boutique de jeunes créateurs et jeunes entreprises. Camille s'est rendue sur place à la rencontre de 2 créateurs qui exposent donc sur place. L'espace Coty du Havre est un endroit qui regorge de surprises et surtout de boutiques en tout genre et ouvertes à tout public. Lieu novateur regroupant plusieurs boutiques dans une seule, la boutique du Labo en fait partie et c'est elle qui a attiré mon attention. Sous le charme de cette boutique et curieuse de la diversité ainsi que de la richesse présente sur place, permettant à des particuliers de se lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai pu rencontrer Marion, représentante de Ballard, ainsi que Margot, à la tête de la penderie des cocottes. Moi c'est Bollard et je suis lancée depuis 2021 dans la custom et tout ce qui entoure la peinture. Du coup je vous présente Margot qui tient la penderie des cocottes. Voilà, depuis 3 ans. Moi j'ai commencé en fait en faisant des showrooms à domicile. Donc beaucoup de manutention, je déplaçais toutes mes collections chez les particuliers pour des apéros ou goûter shopping. C'est super sympa mais c'est vrai que la boutique du Labo c'est une belle opportunité. La première question que j'aurais c'est... Qu'est-ce que c'est cette boutique ? C'est quoi son concept ? Alors la boutique du Labo, c'est une boutique collaborative qui est à l'initiative de la mission locale. Donc c'est la première boutique collaborative ouverte par la mission locale de France. Donc c'est un concept unique qui a ouvert maintenant ses portes il y a 4 ans. L'idée c'est vraiment de se partager un espace autour de la création, de l'entrepreneuriat. Donc actuellement on est 7 dans cette boutique, à tous être entrepreneurs locaux du Havre du coup. Donc on est solidaires des ventes, on est solidaires des permanences, on est tous capables de vendre les produits des uns des autres et voilà, c'est un endroit vraiment sympa où on aime s'y retrouver. Vous, du coup, comment vous avez connu séparément cette boutique ? Moi, on est venu me contacter. C'était une personne qui était déjà dans cette boutique, qui a vu mon travail via les réseaux sociaux et qui m'a dit que ça pouvait être intéressant pour moi, pour mon développement d'entreprise, de me rapprocher de la mission locale et du coup de postuler pour arriver dans cette boutique dont maintenant je fais partie depuis 1 an officiellement en ce mois d'octobre. Moi, c'était en septembre l'année dernière. J'avais invité Laura, la créatrice de l'atelier numéro 23, à venir chez moi pour une porte ouverte afin de proposer à mes clientes un petit changement dans ce que je proposais parce que je propose uniquement des vêtements et des accessoires. Et en fait, elle m'a dit « mais je suis sûre que ça pourrait le faire, les vêtements, ça serait cool ». Donc, elle m'a donné le contact de Delphine Morleau-Robach que j'ai contacté et voilà, et ça a matché. Toi, c'est plus... les vêtements ? Voilà, c'est ça. Moi, je vends des vêtements que je sélectionne chez des fournisseurs pour proposer des pièces qui changent, qu'on ne trouve pas partout en quantité limitée et accessoires. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu proposes ? Alors moi, du coup, je propose tout ce qui va être personnalisation d'articles. C'est-à-dire que je peux faire de la peinture sur baskets, chaussures, tout ce qui va être cuir, simili-cuir, mais aussi tout ce qui est fresque murale chez les particuliers et les professionnels, parce que j'actionne aussi dans les MAM et les crèches beaucoup pour faire des décorations dans les thèmes enfantins quand même plus souvent qu'adultes, malheureusement. Après, faut laisser l'imaginaire travailler, mais voilà, moi je travaille vraiment sur tout support. Mon domaine c'est la peinture. J'ai commencé avec une spécificité qui était sur les ballons de sport, donc je peux très bien faire de la custom sur un ballon de basket comme un ballon de rugby, mais faire une peinture murale dans une chambre d'enfant, il n'y a aucune limite. Quelles études on fait pour faire ce que vous faites maintenant ? Est-ce que c'est du commerce ? Est-ce que c'est de l'art ? Est-ce que c'est peu importe Alors moi, j'ai commencé avec du commerce. J'ai 32 ans. J'ai 16 ans de commerce derrière moi. Donc j'ai fait toutes mes études par rapport à la vente, etc. Tout ce qui était côté management. Et avec un licenciement économique que j'ai subi en 2021, je me suis lancée. J'ai repris le dessin. J'ai eu le droit à une formation de designer graphique avec mon licenciement économique, ce qui m'a permis d'approfondir mes connaissances aussi au niveau logiciel et travail sur tablette, sur ordinateur. Et maintenant, je suis pleinement autodidacte. C'est-à-dire que tout ce qui va être peinture murale, c'est venu tout seul. J'ai fait des recherches et je suis totalement autodidacte. Pour parler des 7 personnes qui collaborent dans cette boutique, je pense que vraiment la formation, c'est un peu l'école de la vie parce qu'on a tous des formations différentes. Donc moi, j'ai aussi, on va dire, formation commerce, on va dire technique et pratique parce que j'ai travaillé dans le commerce. Mais ici, dans cette boutique, il y a des gens qui n'ont jamais fait de vente de leur vie, mais qui malgré ça ont cette volonté de créer, d'entreprendre. Ça surpasse en fait les capacités de base pour pouvoir accéder à cette boutique. Ouais, ils se forment sur le terrain. Du coup, justement, vous êtes 7.
Est-ce que vous pouvez un peu me parler aussi des autres? Qu'est-ce qu'elles font? On a Alice qui est à la boutique depuis 1 an maintenant. Elle crée et vend des cookies, donc elle se lève aux aurores tous les matins pour nous proposer des cookies qui sont excellents. Donc c'est les gourmandises d'Alice, il y a plus de 15 cookies différents. Il y a aussi un brookie qui a fait sa grande arrivée ce mois-ci. On a Laura, la créatrice de l'atelier numéro 23, créatrice de bijoux, ça fait 3 ans qu'elle est lancée. Tous ces bijoux sont personnalisables en acier inoxydable. Personnalisable, ça veut dire que si on veut une chaîne plus courte, plus longue, des pierres d'une couleur différente, tout est possible. Tous les bijoux qu'elle crée sont également garantis de son atelier. On a Hermeline, fraîchement arrivée dans la boutique pour vendre des bracelets en cordon recyclé, qui sont recyclés à partir de 20% de matériaux recyclés. Ça peut être du plastique ou des fibres de vêtements. C'est des cordons qui sont produits en France. Elle veut vraiment prôner le Made in France. Elle y ajoute des petits accessoires en acier inoxydable toujours. Et en fait, son segment, c'est vraiment l'homme. Alors du coup, petite explication pourquoi. Ces bracelets, ils sont mixtes, mais nous, on les vend en tant que bracelets hommes parce qu'il y a un principe de non-concurrence dans la boutique. Comme Laura propose déjà des bijoux pour femmes, il n'y a pas à choisir entre les deux. Donc voilà, si quelqu'un, une femme, ça lui plaît, elle peut très bien l'acheter, mais sinon, il y a ce principe-là de non-concurrence. On a également Alexane qui vient aussi d'intégrer la boutique. Elle est artisan macramé, donc elle fait des superbes suspensions murales, des porte-clés, des dessous de verre, tout ça en macramé. C'est vraiment un gros travail, elle y passe plusieurs heures et c'est super joli le rendu. Elle aime tout l'esprit bohème, donc elle travaille aussi avec de la décoration vintage, telle des assiettes qu'elle va chiner à différents endroits. On a également Lola de Pomme Boutique. Ça va faire à peu près 8 mois qu'elle est là. Lola, créatrice couturière. C'est sa maman qui lui a donné l'envie de coudre, cette passion-là. Donc elles sont actuellement à 2 sur le projet, elles cousent à 2. Lola est la seule à être en boutique, du coup, avoir le contact physique avec le client. Vraiment, son petit accessoire que moi j'adore, c'est les petites lingettes lavables. On se démaquille avec, même du waterproof, tout part. Souvent, les gens en prennent une lingette, et ils testent et elles reviennent, elles en prennent 10. Mais elle fait vraiment tout ce qui est accessoires puériculture, des petits doudous, des petits hochets. Elle fait également tout le côté alimentaire, des charlottes alimentaires et le côté femme, donc des... Je ne trouve plus mes mots pour lire les livres. Marque-page, marque-page lavable et incassable quand même, c'est incroyable. Il dure dans le temps, c'est exceptionnel. Ouais. Tu les laves, tu les repasses et tu t'en resserres jusqu'à la muerte. Voilà. Il y a ce côté quand même un peu écologique. Il y a quand même, c'est ça. Tous ces tissus sont en écotex, donc c'est respectueux de l'environnement et respectueux pour la santé, enfin pour la peau du moins. Justement, je trouve qu'il y a une démarche assez écolo, handmade, made in France. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est important pour nous. On a environ entre 20 et 30 ans. On se rend compte de la planète, les changements climatiques, etc. Et on trouve, pour la suite, pour ce qu'on va léguer à nos enfants, pour ceux qui en ont déjà et ceux qui ont des projets d'en avoir. On trouve que c'est important, tout ce côté écologique. Donc moi, par exemple, qui fais de la custom, je récupère énormément de supports dont les gens ne se servent plus. Par exemple, des anciens sacs à main qu'ils ne trouvent plus au goût du jour. Moi, je leur propose de peindre dessus et ils les ressortent et ça évite de faire du shopping excessif alors que on a des belles pièces chez soi, il suffit juste de leur remettre un petit coup de boost et ça repart. Donc moi je trouve ça hyper important et je pense que tout le monde est dans la même démarche, que ça soit au niveau de la couture, des bijoux même. Notre collègue Laura répare des bijoux, ça évite d'en racheter, donc on est tous sur le même point de vue là-dessus. Moi, tout ce qui est vêtements, c'est pas forcément donc moi c'est pas moi qui les produis, c'est pas de la production locale. En revanche, j'essaye de prendre des vêtements qui sont le plus européens possible. Mais quand on veut respecter un rapport qualité-prix satisfaisant, évidemment, on peut pas prendre forcément que du made in France, sinon en termes de prix, on serait beaucoup plus élevé. Donc voilà, j'y travaille de jour en jour, essayer de trouver des producteurs, des fournisseurs qui sont de plus en plus proches de moi. Okay. Est-ce que vous connaissez du coup des gens qui sont venus ici et qui sont partis et est-ce qu'ils ont réussi, on va dire, ou est-ce qu'il y a des exemples? On a un super exemple là qui date d'il y a un mois pile. Notre collègue Léa d'Hello Normandie qui faisait des produits séno-normands et totalement normands par la suite. Parce qu'en gros, elle rencontrait plusieurs producteurs de Normandie. Elle achetait de la quantité et elle revendait. Donc c'était hyper intéressant pour elle. Elle avait l'opportunité d'être à la boutique. Et comme quoi le travail paye parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle est partie et elle ouvre une cave à Honfleur.
Voilà. Donc elle reste en Normandie, elle représente toujours nos produits locaux, donc c'est une vraie source d'inspiration quand même, parce que du coup ça nous donne envie à nous aussi d'évoluer et de prendre notre propre envol aussi par la suite. En général, ceux qui viennent ici, ils restent combien de temps à peu près ? Alors c'est super aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent en boutique avec un projet et au final c'est pas si viable que ça, ou alors ils se rendent compte qu'ils peuvent pas être à 300% sur leur projet et du coup malheureusement ils viennent peut-être 3 à 6 mois et repartent parce que pas assez de temps à consacrer à la boutique, pas assez d'énergie, parce qu'il y a d'autres projets de vie à côté. A contrario, il y en a qui restent 1 an, voire un petit peu plus d'1 an, parce que oui, il y a projet d'ouverture de boutique, il y a projet de... Et là, on est sur de l'accompagnement long terme, parce que même avec la mission locale, ils nous aident avec nos mécènes, etc., à avoir des clés pour ouvrir ces portes qui sont à côté, quoi. La volonté de cette boutique, c'est aussi d'accompagner le plus possible. En fait, un accompagnement sur 6 mois, 1 an, c'est limite pas assez en fait, le temps de se créer une clientèle, de la rendre fidèle. Il faut vraiment 1 an et demi, 2 ans pour que ça soit viable par la suite. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Moi, ça va faire 1 an d'ici 2 jours. Voilà. Et toi ? Et moi, 1 an fin novembre. Et du coup, vous avez déjà vu une évolution ? Est-ce que ça vous aide vraiment ce principe-là et ça vous amène de la clientèle ? J'ai carrément évolué ma clientèle, mon chiffre d'affaires, même tout. En fait, ça m'a permis d'augmenter ma quantité de produits parce que forcément plus de trésorerie. Ça m'a permis déjà aussi de rencontrer beaucoup plus de gens, que ce soit des clients, mais aussi des collaborateurs. Enfin, Marion qui est avec nous, c'est devenue une amie. Laura, c'est devenue une amie. Les autres, je m'entends tous très bien avec. Et ça nous permet aussi de rencontrer des futurs peut-être collaborateurs qui ne font pas partie de la boutique, mais qui viennent, nous demandent plein d'infos. Donc voilà, très enrichissant cette rencontre. C'est toute l'aventure qui est enrichissante parce que au-delà de, oui, on est 7 à travailler ensemble, ça peut très bien monter à 8, comme descendre à 6. C'est des challenges de tous les jours parce que forcément, quand on est une équipe d'auto-entrepreneurs, on n'est pas forcément habitué à travailler avec d'autres personnes. Comme Margot l'a dit précédemment, c'est enrichissant. Que ce soit autant professionnel que personnel, on apprend à gérer des choses qu'on n'avait pas l'habitude de gérer en tant qu'auto-entrepreneur. Faut qu'on s'organise pour nos propres plannings, faut qu'on s'organise même au niveau de la déco. On se fait un petit budget commun pour décorer la boutique, que ça soit agréable aussi par rapport aux saisonnalités. Là, par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais en arrivant, on a mis les petites vitrines en mode un peu automnal avec des citrouilles, des petites feuilles, voilà. Et puis là, à Noël, on va préparer encore autre chose. Et on essaye que ça soit agréable pour les visiteurs et puis pour nous aussi, parce que c'est un lieu de vie, quoi. On y est là souvent, donc c'est important. Justement, je suis venue il y a 2 semaines, c'était pas du tout les mêmes vêtements ou les mêmes bijoux, les mêmes présentations. Et vous changez, et vous avez une fréquence pour changer à peu près vos stands ou pas ? On essaye de faire un réassort et des nouveautés régulières parce qu'en fait, il y a des gens dans l'espace Coty qui viennent vraiment très régulièrement. Donc en fait, l'objectif de faire un réassort et des nouveautés régulières, c'est du coup d'attirer, de provoquer l'achat, on va dire, de ces gens-là. En fait, s'ils viennent et ils voient tout le temps les mêmes produits, c'est pas intéressant. Et même, il y a des gens, du coup, qui passent et qui voient tout le temps les mêmes produits. Et ça, en fait, ça fait vraiment rentrer les gens, le fait d'avoir tout le temps des nouveautés. Et même, du coup, c'est un peu pas un slogan, mais c'est un peu le truc qu'on dit facilement, revenez dans 2 semaines, il y aura plein de nouveautés, il y aura des changements, il y aura peut-être même une nouvelle personne. On n'est jamais à l'abri d'une nouvelle personne qui rentre en boutique, donc ça c'est cool aussi. Ok, et ça me fait penser à du coup, est-ce que vous savez, vous, comment ça se passe, le recrutement, on va dire ? Le recrutement, il se passe de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a des fois des jeunes entrepreneurs qui rentrent dans la boutique et qui nous posent des questions directement. Et de là, on leur dit qu'il faut se rapprocher de la mission locale, mais pas de la mission locale, de la branche spécifique qui s'appelle le labo. Le labo, qui est une branche de la mission locale, c'est vers eux qu'il faut se rapprocher pour tout ce qui va être entrepreneuriat, projet d'entreprendre, etc. Eux, ils sont vraiment dans l'accompagnement d'un projet, c'est-à-dire qu'on peut partir juste d'une idée, se rapprocher d'eux, et eux font le PEC, c'est-à-dire le parcours d'aide à la création d'entreprise, qui permet d'aboutir son projet qui était dans la tête et que ça devient réel. Et après, si au niveau de ce parcours ça se passe bien, on peut tout à fait intégrer la boutique sans problème. On donne tous notre accord. Quand il y a quelqu'un qui veut intégrer la boutique, on fait une réunion pour savoir si on est tous d'accord. C'est important de toujours essayer de garder cette cohésion d'équipe pour être solidaire. Rester solidaire. Tout le monde donne son petit grain de sel, son petit point de vue. Et puis, non, souvent ça se passe bien parce que c'est des projets hyper intéressant à chaque fois. Là récemment par exemple, Alexandre qui est rentré en boutique début septembre avec le macramé, la vaisselle chinée, etc. Lors de notre
notre dernière réunion, Delphine, Madame Morle-Robach, nous avait posé la question, est-ce que ça vous intéresserait, cette personne, etc. Et vu que non-concurrence, forcément avec personne, on a dit bien sûr que oui, grand bras ouverts, et voilà. Mais c'est comme ça qu'on valide les prospects. Expliquez du coup ce qui va se passer, le changement de la boutique. Du coup, nous, notre boutique, elle reste ici, elle bougera pas, enfin, du moins de ce que je sais. Mais il y a une nouvelle boutique, en fait, qui va ouvrir à Fécamp. Donc, c'est Séverine de la mission locale, toujours rue Jules Le Seine, qui est en charge de ce projet-là. Et en fait, l'idée, c'est de faire exactement le même concept, mais à Fécamp, parce que du coup, il y a aussi une mission locale à Fécamp. Et aussi de pouvoir donner l'opportunité à d'autres jeunes d'intégrer une boutique comme la nôtre. Forcément, nous, on peut pas pousser les murs, on peut pas intégrer 20 personnes, mais du coup, de recréer le même concept à Fécamp. Voilà, c'est le projet normalement pour la fin 2023. Après, on n'en sait pas plus. Du coup, dernière question, où est-ce qu'on peut vous retrouver au Havre et sur Internet, les réseaux sociaux? Moi, c'est la Penderie des Cocottes, donc faut taper sur Instagram ou Facebook la Penderie des Cocottes. J'ai pas de site internet parce que ma volonté, c'est vraiment de vendre en présentiel, en physique. Donc c'est dans la boutique du labo. Et moi, du coup, il faut taper Bollard sur Internet. Vous pouvez aller sur Google. J'ai un site Internet, j'ai un Instagram, un Facebook et un TikTok. Par rapport à mon domaine, les réseaux sociaux, c'est hyper important. Tout ce qui est artistique, peinture, etc. Parce que à la boutique du labo, malheureusement, je peux pas vraiment montrer mes créations, vu que c'est que sur commande. Mais j'ai plein de photos imprimées. Vous pouvez venir les découvrir à la boutique du labo avec plaisir. Merci à Marion et Margot, présentes sur place, et à toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger. N'hésitez pas à passer les voir, que ce soit au 22 rue Casimir Perrier, à l'étage de l'espace Coty, ou sur leurs réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la fiche podcast de notre site west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio. Merci Camille, un projet donc à retrouver prochainement à Fécamp. Ce n'est pas une nouvelle et c'était en effet le sujet principal de préoccupation des Havrais hier. La tempête Ciarán n'a pas épargné notre ville. West Track, le haut-parleur des Havrais, donne donc la parole aux associations et entreprises havraises touchées de près ou de loin par la tempête. Au lendemain de la tempête Ciarán, survenue dans la nuit du 1er novembre au 2 novembre, les Havrais et Havraises constatent les dégâts engendrés par cette tempête. Quel impact pour les associations et les entreprises havraises? Ils témoignent au micro de West Track. Des vents de près de 170 km/h se sont abattus sur le Havre, notamment dans la matinée de jeudi, hier. Et les Havrais et Havraises les plus touchés étaient notamment ceux qui travaillent dehors. Je me suis donc rendue ce matin au marché aux poissons pour découvrir les dégâts et aussi leurs impressions lors de la journée d'hier. Patricia et Ludivine vendent de la Saint-Jacques au marché aux poissons. Elles nous expliquent leur ressenti par rapport à la matinée d'hier. On a commencé à éplucher, il y avait beaucoup de vent, donc on a eu du mal quand même à... On avait très froid, donc comme c'était venteux, on a commencé à éplucher. On a vendu un petit peu, on va dire quand même, et après... On est rentré parce que les clients n'étaient pas là quoi, au rendez-vous. Et il y avait beaucoup trop de vent pour eux et pour les pêcheurs aussi. Les restaurateurs ne sont pas venus. De ce temps-là, il y en a qui ont fermé et les commandes, on en avait. Bon, il y en a certaines qui n'ont pas pu venir. C'est surtout les pêcheurs que ça empêche de travailler. Parce que, comment ça s'appelle, nous, c'est en fonction d'eux, donc on ne peut pas faire autrement. La vente, c'était pas exceptionnel. De toute façon, avec le vent qu'il y a eu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sortis de chez eux. Et puis en plus, les conditions étaient vraiment... c'était dangereux. Il y a des choses qui s'envolaient, les bacs s'envolaient. Même pour nous, c'était pas simple. On a arrêté au bout d'un moment. De toute façon, à 11h, je suis rentrée. Oui, ma boîte à café, mais bon, c'est pas dramatique. C'est envolé, c'est tout, non. Alors, une clientèle en moins, non. Parce que moi, j'en ai une partie qui est venue, qui savait que j'étais là. Et l'autre partie, on décalé à aujourd'hui. Donc on n'a rien perdu, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont fermé parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient allés au restaurant hier. Bon là, c'était vraiment exceptionnel, une tempête comme hier, les gars ils n'étaient pas en mer. Moi ce qui me fait peur, c'est plus que pour les matelots en fait qui sont en mer. Nous ici, on risque pas grand-chose. On peut toujours se prendre un arbre, mais ça, c'est la faute à pas de chance. Mais sinon, non, c'est pas... Puis hier, elle était particulièrement forte, ça arrive jamais des tempêtes comme ça. Donc nous, on perd rien. Il faut mieux que la tempête tombe le week-end pour nous qu'en pleine semaine, parce qu'on a des horaires. Donc on a des horaires de sortie pour la coquille. Et en l'occurrence, le vendredi et le samedi, la coquille est fermée. Donc c'est pas dérangeant.
Moi, j'avais fait des commandes, j'avais anticipé, je savais qu'il y aurait personne, j'avais pris des commandes que j'avais pas eu le temps de faire, comme ça au moins je venais pas pour rien. Charlotte, elle, vend des poissons et hier, elle a décidé de ne pas ouvrir son stand en raison de la tempête. Alors hier, nous, on n'a pas travaillé, on a un petit bateau de 7-8 mètres, un petit caseilleur-filayeur, donc impossible pour nous de sortir de ce temps-là. C'est préférable de rester à la maison sagement. Il y a des gros chalutiers qui sont sortis mercredi soir, donc ça soufflait bien aussi, la tempête elle a commencé. Et voilà, nous on est restés sagement à la maison et on va reprendre la semaine prochaine. Oui, nous on a vu directement que c'était impossible pour nous, un petit bateau de 7-8 mètres, ça tient pas de cette tempête-là, donc on a préféré rester à la maison sagement. Par contre, les gros bateaux, ils ont tenté. Mon frère qui est marin-pêcheur, lui, il est rentré mercredi soir à la maison, donc ça soufflait bien. Donc voilà. Lui, il est sorti, mais il est rentré, ça, il sauve, c'est bien. C'est la meilleure solution, voilà. On a préféré garder notre poisson au frigo, au frais, bien glacé, bien filmé, et puis revenir quand tout ça sera calmé, donc aujourd'hui. Et on reviendra demain matin. C'est un métier très dangereux. Nous, on ne prendra pas de risques. Donc là, il y en a une qui a annoncé samedi jusqu'à mercredi, il me semble, jeudi même. Donc non, on ne prendra pas de risques. Et le patron, il navigue depuis plus de 30 ans. Donc il a beaucoup d'expérience. Donc il ne prendra pas le risque non plus d'aller en mer. Prendra pas le risque. Alors là, ce matin, il y a un peu moins de monde quand même. Les gens hésitent à descendre quand même. Ils se disent il y aura pas de poissons avec la tempête. Ils se disent il y aura rien du tout. Mais finalement, on se débrouille pas mal. Mais bon, demain, je pense qu'il y aura un peu plus de monde pour un samedi matin, je pense. Oui, malgré tout, il y a un petit peu de choix quand même. Là, vous retrouvez du bar, du bouquet, des étris. Il y a de la coquille Saint-Jacques aussi, de la raie. Donc oui, il y a du choix. Il y a du choix. Je me suis ensuite rendue dans le centre-ville du Havre à la rencontre des commerçants et notamment Sylvain qui est gérant de la boulangerie Pain d'Épi au Havre. La boulangerie était ouverte, contrairement à beaucoup de ses voisines. Les clients ont d'ailleurs bravé la tempête pour pouvoir aller chercher leur pain. Oui, tout à fait. On a même surpris par le monde qu'il y avait, quoi. Peur, non, mais on était prudents quand même, donc on faisait attention, mais le vent soufflait pas de face par rapport à nous, donc ça allait. Et oui, ils n'ont pas eu peur, ils nous ont même remercié d'être ouverts, et puis voilà, c'est notre métier d'être ouvert aussi, de leur fournir du pain. Moi, je suis ouvert d'habitude le jeudi, donc j'ouvre, et puis quand il n'y a pas d'interdiction, on ouvre. Après, ça dépend d'où vient le vent, tout dépend d'où vient le vent. S'il vient de face, là, c'est plus dur, mais là, il vient de côté, donc on était protégés par les immeubles. Les commerces étaient aussi parfois un moyen de s'abriter et d'être au chaud. La petite librairie, par exemple, Place Danton, a accueilli de nombreux clients et lecteurs. Isabelle Maricole nous raconte. C'était particulier, une ambiance particulière. J'ai hésité à ouvrir parce qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de commerces qui étaient fermés. Dans le quartier, j'ai fait un petit sondage. J'ai vu qu'effectivement, mes voisins étaient ouverts. Donc, j'ai gardé l'ouverture hier, mais effectivement, c'était un peu apocalyptique, quoi. Je pense que les gens sont assez prudents et heureusement, donc non, j'ai pas vu effectivement grand monde. Bon, pour moi, c'était pas trop problématique. Je m'en doutais assez. Bon, ça me permet aussi de ranger la boutique, de travailler sur place, donc. C'était pas un souci. Il y a des gens qui sont un peu, pas risquent tout, mais disons, en bon normand, qui malgré tout sortent et vaquent à leur occupation. Donc oui, ils étaient assez contents de venir se mettre à l'abri, se réchauffer, de flâner dans les rayonnages et puis de prendre un petit thé au salon de thé. Voilà. Et puis c'est peut-être aussi le meilleur temps pour lire un livre. Ils venaient chercher le livre et après rentrer au chaud à la maison. Oui, c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui effectivement est de saison et effectivement il y a des gens qui sont venus prendre plusieurs livres, qui ont commencé à lire effectivement dans la librairie, qui sont repartis chez eux, ouais, effectivement. Heureusement, la librairie n'a pas été touchée par le vent et par les dégâts. On a fait attention, il n'y a rien en tout cas de particulier qui dépasse ou qui allait poser problème. J'étais plus sur des inquiétudes au niveau de l'électricité, choses comme ça, mais sinon au niveau de la boutique en elle-même, il n'y avait rien de particulier, c'est protégé. Donc il y a des rideaux de fer, donc c'était pas un souci. Beaucoup de saleté, ce matin j'ai fait les carreaux par exemple, mais beaucoup de feuilles, beaucoup de branches. Mais non, a priori il n'y a rien eu de particulier ici.
Je pense que les gens sont aussi habitués, ils ont aussi des réflexes météo. Aujourd'hui, il y a les outils pour. Donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, ça y est, c'est un jour normal. Une nouvelle tempête est attendue demain, un coup dur pour certains commerces. Alors j'étais pas au courant, j'ai appris ça ce matin à la boulangerie. Je suis pas très météo moi, mais non, ça m'inquiète pas. Bon après c'est toujours de manière un peu binaire, un peu problématique pour le commerce, parce que effectivement ça fait qu'il n'y a pas de flux, donc c'est surtout ça moi qui m'embête en priorité, d'autant que je suis dans un début d'activité, donc j'ai des réflexes un peu commerciaux, mais c'est aussi une réalité. Ouais. On sera là samedi, il y aura des petits gâteaux. Comme tous les jours à la librairie, et du bon thé et des chocolats chauds, le cappuccino, voilà, on garde le sourire. Et voilà, si la petite librairie peut être une zone refuge, voilà, on est très content. Côté restaurant, beaucoup sont restés fermés. C'est le choix qu'a fait Monsieur Lamraoui, gérant du restaurant Le Gavroche, quartier Danton. Hier, par rapport à la tempête, j'ai pris la décision de fermer à midi. Je voulais pas prendre le risque ni pour moi, ni pour mes employés, ni pour mes clients, vu l'ampleur de la tempête. J'ai eu de la chance, on n'a pas eu de dégâts sur notre terrasse. Et j'ai réussi à ouvrir un petit peu le soir, mais c'était vraiment très calme, il n'y avait personne qui sortait hier soir. J'ai quand même une terrasse et j'ai une bonne avancée de 32 mètres carrés, donc ça m'inquiète un petit peu des fois, mais très rarement. J'avais tout rongé, j'ai rien laissé à l'extérieur. Et j'ai eu de la chance, ma terrasse elle est solide, donc on n'a pas eu de dégâts. J'ai pas du tout envie de prendre le risque. Je préfère perdre une journée de travail que de prendre le risque, que ce soit pour moi, comme je vous ai dit, ou pour mes employés ou pour mes clients. Pourtant, certains courageux clients étaient tout de même présents. C'est le cas à la boucherie Danton qui a continué d'ouvrir ses portes. Hugo Beignet est l'un des vendeurs de la boucherie. Il nous raconte l'ouverture pour cette journée un peu spéciale. Nous avons ouvert, du monde un peu quand même. On a eu pas mal de monde quand même. Mais c'était pas non plus grosse journée quoi. Oui, il y en a quand même qui sont venus dans le vent, dans la pluie et dans le froid pour venir acheter de quoi se nourrir. On a ouvert aux horaires habituels de 8h à 13h, de 15h30 à 19h. Mais bon, le soir, on n'a pas trop tardé parce qu'il n'y avait personne, quoi. Une ouverture compliquée en raison des dégâts survenus dans l'immeuble d'à côté. Juste l'immeuble à côté qui perdait ses ardoises sur le toit, alors ça a été dangereux pour si des clients y venaient, ils passaient devant la boucherie, quoi. Dès le matin, on est arrivé, on travaillait, puis vers 8h, 8h30, on entendait des pafs par terre et c'était les ardoises qui tombaient en fait, du toit. Et donc c'était assez dangereux quand même. On a essayé d'appeler la mairie, mais impossible de les joindre. Alors on est resté comme ça en disant aux gens de faire attention. Il faudra faire attention qu'il n'y ait pas du monde qui reste en dessous tout le temps et qu'ils ne les prennent pas sur la tête parce que ça pourrait être dangereux. Les associations sont elles aussi touchées par cette tempête. C'est le cas du Hack Tennis, dont le terrain a été notamment endommagé. Patricia Cour, la présidente de l'association, a constaté les dégâts hier après-midi. Témoignage recueilli hier. Donc en arrivant ce matin, nous avons constaté qu'un arbre était tombé sur les clôtures, que les terrains, 3 de nos 5 terrains couverts avaient les toitures arrachées, les tuiles tombées, et que le 4e et 5e terrain qui sont en bâche flottaient beaucoup dans le vent et menaçaient de s'arracher. Ce matin, nous avons souhaité appeler tous les parents pour leur dire que pour la sécurité des enfants, on ne les accueillerait pas au club ce matin et que on attend ce soir pour leur donner le feu vert pour demain. Les tempêtes sont toujours assez dévastatrices pour le club. Là, il nous reste 2 terrains. On va croiser les doigts pour qu'ils tiennent le reste de la tempête, le reste de la semaine. On a 2 terrains qui sont en briques avec une toiture, une armature métallique et des tuiles au plafond. Et effectivement, les tuiles sont tombées, beaucoup de tuiles se sont envolées. Donc on a non seulement des débris sur le terrain, mais il pleut. Et la pluie, ça fait pas bon ménage avec la terre battue. J'ai commencé par contacter un couvreur pour qu'il vienne au plus vite, mais évidemment, je suis pas du tout la seule à avoir besoin de réparation. Et bien entendu, il y aura évidemment un dossier à faire pour les assurances, pour une prise en charge, parce que je pense que les montants vont être considérables.
Oui, à chaque fois qu'il y a un bon coup de vent, les terrains ont tendance à souffrir. Oui. Après, on a des installations qui sont anciennes aussi, et donc on n'est pas du tout les seuls à souffrir de ce genre de dégâts. Un grand merci à chaque entreprise et association qui ont accepté de témoigner de leurs dégâts ou du moins de leurs ressentis concernant la tempête Kieran. Une autre tempête est attendue aux alentours du Havre demain et sur le reste de la semaine. Elle devrait être beaucoup moins forte. On souhaite en tout cas bon courage à tous ces commerçants et associations qui ont déjà subi des dégâts ou du moins qui ont subi l'effet de la tempête. Et puis cette nouvelle tempête qui devrait arriver samedi 4 novembre avec un passage pluvieux et venteux devrait s'évacuer rapidement avec des rafales de vent qui ne devraient pas dépasser les 100 km/h avant et après. Le temps restera venteux entre 60 et 70 km/h. Sont attendus notamment sur les côtes de la Seine-Maritime vendredi et dimanche. En début de semaine prochaine, le temps sera encore perturbé, prévient Météo France, qui ne prévoit pas pour l'instant de nouvelles tempêtes et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui est aussi une bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir se quitter avec une musique puisque c'est déjà la fin de ce Mag à l'Ouest. On se retrouve lundi avec Michel, on parlera du goût amer et puis tout un tas d'invités puisque je vous accueille dans le Mag à l'Ouest de 17h à 18h tous les jours du lundi au vendredi. On se quitte donc avec un titre qui nous rappelle les plages, évidemment, Plage du Nord, et c'est Gaëtan Nonchalant qui nous chante ce titre. Je vous souhaite une excellente soirée et puis un très bon week-end sur Westrack. Restez à l'écoute. Plage du Nord de Gaëtan Nonchalant, c'est avec ce titre qu'on se quitte. Bonne soirée. Les plages du Nord. C'est la course des astres pour aller cueillir la lumière qui n'était pas la mienne. Ça je l'ai enfin compris, oui, sur les plages du Nord. Sur les plages du Nord, oui, sur les plages du Nord. Sur les plages du Nord. Sur les plages du Nord.